Joyeux halving à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première de ce nouveau cycle de 4 ans. Comme d'habitude, nous ferons un point sur les actualités du moment, on verra aussi le sentiment du marché, on fera un tour sur la macroéconomie, on finira par le graphe, mais aujourd'hui ça sera assez rapide. Et on finira comme toujours avec quelques articles, notamment un alpha assez intéressant, ça devrait te plaire, et les sagesses du jour qui amèneront forcément plus de sagesse. Allez, avant de commencer, pense à t'abonner, pense à mettre un like également, ça aide beaucoup au développement de la chaîne et je t'en remercie énormément. Donc ça y est, le halving s'est parfaitement passé dans la nuit du 19 avril au 20 avril. Donc maintenant on rentre dans un cycle de 4 ans, on sait également ce qui se passe, en tout cas ce qu'il s'est passé dans les précédents cycles à chaque fois que le halving est passé. On a eu quelques temps de consolidation avant de partir en parabole et c'est ça qu'on appelle le bull run. Pour l'instant on est seulement en bull market et ce qui va suivre devrait normalement, si on suit encore la logique des cycles, nous conduire sur le bull run que tout le monde attend. On a une rumeur comme quoi les Émirats Arabes Unis seraient en train de continuer à acheter du BTC et potentiellement ils en auraient acheté 700 hier. D'après Max Kaiser, le portefeuille qui semblerait appartenir au gouvernement des Émirats Arabes Unis aurait rajouté 700 BTC en plus, ce qui porterait à plus de 60 000 BTC. Est-ce qu'on ne serait pas en train de voir un début d'adoption massive des gouvernements des pays? On le voit avec l'or, beaucoup de pays rachètent de l'or. Si on considère Bitcoin comme une réserve de valeur, comme de l'or 2.0, alors ça serait vraiment logique que certains pays commencent à en acheter. J'ai envie de dire, affaire à suivre par rapport à ça. Ça semble pas être une info absolument officielle, mais si c'est réel, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et surtout très bullish. Groupe Banque du Brésil semblerait également s'investir dans Bitcoin via les ETF. Donc là, on a carrément un groupe de banques au Brésil qui s'intéresse à Bitcoin, qui commence à investir dedans. Donc si on a toutes ces institutions financières qui commencent à rentrer dedans, forcément, ça va faire de la liquidité en plus pour Bitcoin. Je n'ai pas te rappeler que Bitcoin est limité en termes de quantité, donc ça veut dire clairement que là on a une pression acheteuse des banques. Et donc du coup on rentre vraiment dans une adoption qui se fait sentir de plus en plus. On a les ETF de Hong Kong qui vont ouvrir le 30 avril, donc on voit que là c'est en train de s'accélérer. Et ça, c'est très intéressant pour nous à l'aube de ce bull run mémorable. Tu es peut-être au courant, mais la semaine dernière, il y avait l'une des plus grosses conférences crypto à Dubaï, Token 2049. Les sujets qui ont été le plus discutés, on retrouve Rune Protocol, le halving forcément, les mêmes coins, Bitcoin, les layers 2 sur Bitcoin, avec Babylon qui semblerait avoir été beaucoup mentionné, Solana, Pubs et WZRD qui sont des mêmes coins sur Rune Protocol, qui est du coup le nouveau protocole qui a été lancé à partir du halving. Ça va remplacer les ordinals, ce sont des ordinals en mieux pour te faire simple. Ils ont parlé aussi de account abstraction, d'intelligence artificielle. Ils ont l'air d'être assez intéressés à des catalyseurs par rapport à Cosmos. Effectivement, Cosmos qui est à plat depuis un certain temps. Est-ce que Cosmos pourrait être le grand gagnant de ce bull run? En tout cas, il accumule depuis un bon moment. Et franchement, moi qui possède du Cosmos, ça me ferait plaisir. Mais en tout cas, il y a quand même des narratifs intéressants à surveiller. Pour finir sur les actualités, on a une actualité qui nous vient tout droit de Wall Street. Donc là, il sera en train de discuter pour que la bourse soit ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme la crypto. Donc à voir, ça pourrait être intéressant du coup, il n'y aurait plus vraiment ces problèmes où à un moment donné la bourse ferme, puis après elle rouvre. Ça serait ouvert H24 et forcément en termes d'argent, de frais, etc. à gagner, je pense qu'il serait gagnant, donc je vois pas pourquoi ça ne se ferait pas. Maintenant on va voir, c'est une nouvelle qui pourrait être très intéressante. Au niveau de l'argent qui rentre dans les ETF, là on peut voir qu'on a de moins en moins d'argent qui rentre tout simplement. On peut voir là que la semaine dernière, on a eu moins 200 millions, moins 60 millions, moins 147 millions. Et la dernière journée, on a eu plus 1,8 million. Franchement, c'est bof. On peut voir que sur la semaine, il y a eu moins 300 millions de dollars qui sont sortis des ETF. Maintenant, il y a toujours 4,24% de la quantité totale de Bitcoin dans les ETF. Donc, c'est quand même une très grosse somme de Bitcoin. Mais on voit qu'actuellement, on est vraiment dans une période où les investissements ralentissent, beaucoup d'argent sort, donc est-ce qu'il y a des gens qui prennent des profits? Probablement. Et ça colle tout à fait avec vraiment le sentiment du marché qu'on va voir juste après. Alors là, nous avons un tweet de TED Talks Macro qui justement nous parle par rapport aux traders que l'open interest est repassé au négatif comme en octobre 2023 et on peut voir ce qui s'est produit après octobre 2023. Donc on va regarder le chart un petit peu. Donc si on prend ces choses-là, regardez à chaque fois qu'on est passé en négatif, ici aussi, bon là du coup ça n'a pas été hyper démonstratif. Mais en tout cas, là, on est repassé en négatif et ensuite, on a connu vraiment une grosse poussée haussière avant de stagner. Ben voilà, ça c'était tout janvier avant de repartir à la hausse pour mars avec cette mini all saison que nous avons connue, avec notamment l'explosion des meme coins, etc. Donc là, on peut voir qu'on est repassé un petit peu en négatif. Donc ça, le marché a calmé quand même beaucoup de traders. Il y a beaucoup moins
d'effet de levier sur le marché. Ça, c'est cette chose qu'on avait déjà vu aussi la semaine dernière, qu'on va revoir également cette semaine. Mais ça pourrait encourager justement à voir de nouveaux sommets, potentiellement un nouvel ATH. Mais en tout cas, ça serait assez positif pour le marché. Et nous pourrions également avoir ce style de range que nous voyons. Moi personnellement, je targeterais plus sur un range de cette sorte qu'une grosse explosion. Pourquoi pas avoir une explosion qui arrive à partir de cet été, mais ça on va le voir par la suite. Allez, au niveau du sentiment par rapport à Google, on peut voir ici qu'on est toujours au même niveau sur les recherches sur Internet. J'ai remarqué également quelque chose, c'est que regardez, aux États-Unis on est à 22, Canada 33, France 13, donc vous voyez, on est quand même assez désintéressé. 25 en Espagne, donc en Espagne, ils s'intéressent beaucoup plus. En Allemagne, 36 également. En Turquie, 37, mais en Turquie, il y a beaucoup d'inflation, donc forcément, ils s'intéressent un peu plus. Au Brésil, 27, 16 en Argentine, donc c'est assez peu pour un pays avec une très forte inflation. Mais surtout, Nigeria, 71, donc c'est vraiment le Nigeria, un pays qui utilise beaucoup Bitcoin au quotidien. Il me semble, j'avais vu des statistiques, environ 25-30% de la population utilise Bitcoin au quotidien. Ce sont des gros problèmes par rapport à la monnaie. Si on regarde également les recherches YouTube, là, on peut voir que Nigeria, on dirait bien qu'il se renseigne essentiellement par rapport à YouTube, ce qui me paraît assez normal. La France, 11, donc vous voyez, en France, on se désintéresse totalement de Bitcoin actuellement. États-Unis, 15, donc également, les Américains ne regardent pas beaucoup de vidéos sur Bitcoin. Donc, par rapport à ça, j'ai envie de dire que c'est plutôt encourageant. Un sentiment faible, c'est vraiment propice au fait que le marché continue à aller vers la hausse. Donc, on continue à observer, mais en tout cas, c'est très intéressant ce côté par rapport à Bitcoin. Alors par rapport à la crypto, on peut voir qu'on a bien retracé comparé à fin février, début mars, mi-mars. Effectivement, là c'était vraiment le top local, donc on peut voir qu'on a quand même bien dégonflé, donc franchement c'est quand même intéressant. Ça permettrait potentiellement de pouvoir aller chercher des plus hauts, des nouveaux sommets. En tout cas, le sentiment du marché actuellement est plutôt faible. On peut voir que le marché a quand même est quand même bien redescendu, et ça c'est quand même intéressant. Côté Ethereum, pareil, voilà, on a vraiment un petit retracement, donc pas beaucoup d'intérêt sur Ethereum. Au Canada, on dirait que ça s'intéresse beaucoup plus. En Australie aussi, un peu moins aux États-Unis. En France, on s'en fiche complètement. En Allemagne, toujours un peu plus intéressé. Donc, plutôt intéressant. On est vraiment sur la même lignée. Par rapport à Crypto Bull Run, donc là, on dirait que c'est vraiment une tendance qui vient un peu de France. Au Nigeria aussi, il s'y intéresse. Également aux Pays-Bas. En tout cas, on voit qu'aux États-Unis, ils s'en fichent complètement. Donc, par rapport à la généralité, on peut voir qu'on a eu un bon retracement. Donc, ça, c'est plutôt encourageant. Il y a de moins en moins de gens qui s'y intéressent. Et comme je te dis, c'est le top. C'est ce qu'on veut. Nous, on veut un marché qui est désintéressé par la population dans sa globalité, et c'est comme ça qu'on va pouvoir aller chercher des plus hauts, et c'est comme ça que en se positionnant maintenant, on fera plus d'argent que ceux qui se positionnent forcément quand on est là ici tout en haut, à crier au bull run, etc. Au niveau du Fear and Greed, bon, là, on est bien remonté à 73, moi ça me plaît pas qu'on soit aussi haut sur 73, mais il faut savoir que c'est pas parce qu'on est à 73 qu'on peut pas aller chercher des sommets sur le prix. On peut voir ici, on était vraiment bien descendu à 40 avant de remonter assez rapidement. À chaque fois, on y reste vraiment un court laps de temps. C'est vraiment le fait de faire une peur nette avant de remonter et de vraiment aller chercher des plus hauts. Ça, c'était pendant le bull run de 2021. Donc, on peut voir ici, on a fait une petite touche au 66. Maintenant, forcément, potentiellement, on pourrait aller toucher plus. Maintenant, si on avait le graphique, on pourrait tracer ici une droite de tendance. Donc, on a touché la droite de tendance. Très intéressant. Est-ce que ça va continuer? En tout cas, cette baisse en tout cas a permis vraiment de relancer un petit peu le sentiment, j'ai l'impression. En voyant ça en tout cas, je me dis ça pourrait être positif pour le court terme en tout cas. Au niveau des liquidations, donc là on est sur du 24 heures, donc c'est vraiment du très court terme. On pourrait très bien aller chercher vers le bas, on a vraiment pas mal d'argent à aller chercher, donc 53 millions. Et sur le haut, voilà, on a un peu moins d'argent. Donc le marché aurait plus avantage à aller chercher les liquidités au sud. Maintenant, vous le savez, le marché, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait ce qu'il a envie de faire. S'il veut aller au nord les chercher, il pourra très bien aller au nord les chercher. Alors si on met le graphique en une semaine, on peut voir qu'il y a aussi beaucoup plus de liquidités à aller chercher au sud que des liquidités à aller chercher au nord. Donc là aussi, sur du court, un peu plus long terme que le 24 heures, je pense qu'on pourrait très bien aller au sud avant de rechercher le nord. Pourquoi pas faire un fake out et aller chercher justement les liquidités au nord avant d'aller chercher celles qui sont au sud. Ça serait probablement l'un des meilleurs cas à faire en disant ok ça y est on repart, et en fait non, on repart pas et on va chercher les liquidités qui s'accumulent au sud. Allez, donc si on regarde un monthly, et là forcément on a beaucoup plus de liquidités à aller chercher au nord. Donc sur une période un peu plus longue, forcément on va aller rechercher des liquidités qui seront proches de la TH, voire potentiellement aller casser
cet ATH. Par rapport au long terme, personnellement, je suis vraiment pas inquiet. On pourrait vraiment aller chercher plus haut. Allez, comme toujours, on fait l'exercice de vraiment dézoomer pour voir un petit peu où sont les liquidités. Et là, on peut voir que malgré qu'il y ait beaucoup de liquidités à 50 000, est-ce qu'il n'y aurait pas plus, voire autant de liquidités au nord? Concrètement, il se pourrait qu'on n'aille jamais chercher ces 50 000. On pourrait vraiment venir descendre un petit peu, récupérer ces liquidités qui sont ici. Il y a quand même pas mal de liquidités qui sont par là. Pourquoi pas revenir faire peur ici? Par rapport au funding rate, le tapis est toujours vert, donc il n'y a pas de excès sur les effets de levier. Donc pour l'instant, le marché nous dit ok, on peut repartir à la hausse. On peut repartir à la hausse. Maintenant, c'est comme toujours, c'est le marché qui décide. Allez, on passe maintenant sur le côté macroéconomie. On va aussi voir le sentiment sur la macroéconomie. Et là, on peut voir clairement que le sentiment est très à la baisse. Donc regardez, on se trouve sur des niveaux proches des 30 et quelques. Sur le tweet, on nous dit que c'est arrivé à 31. Donc regardez, dans le passé, à chaque fois qu'on s'est rapproché de cette ligne en pointillé, à chaque fois on est reparti vers la hausse. Ensuite, donc est-ce que la chute est finie sur le SP500? Potentiellement non. En fait, regardez, on est encore loin. Chaque fois qu'on a une chute, on est vraiment toujours venu chercher cette zone-là, même un peu plus bas. Donc potentiellement, on pourrait avoir une chute un peu plus basse par rapport à ça. Maintenant, on pourrait très bien stabiliser également. Le marché nous dira ce qu'il a envie de faire. Potentiellement, un SP500 qui continue à descendre, ce serait pas déconnant, sachant qu'on a quand même Nvidia et Apple qui ont des têtes pas très belles. Par rapport à la Fed, c'est officiel, ils ont vraiment dit que ils pourraient attendre 2025 avant de baisser les taux d'intérêt. Ça, je vous en parlais déjà il y a un petit moment. Et ça se confirme au fur et à mesure du temps. Donc, franchement, on va voir comment ça va se passer. Est-ce qu'il y aura des complications qui vont les pousser, les obliger à baisser les taux? C'est possible aussi. Mais pour l'instant, tant que l'inflation n'est pas contrôlée, c'est vraiment, à mon avis, leur priorité de contrôler cette inflation avant de baisser les taux et de repartir avec une planche à billets, en tout cas de manière officielle. Alors, on a également une dinguerie qui s'est produite dernièrement au Congrès américain. Donc, ils ont voté le transfert des avoirs russes qui ont été saisis par la justice pour les donner à l'Ukraine. Ils ont clairement envoyé les actifs des Russes aux États-Unis pour les donner à l'Ukraine, pour financer la guerre en Ukraine. Donc ça prouve vraiment que tout ce que nous possédons ne nous appartient vraiment pas. Si les Américains peuvent venir et te dire ok, les dollars que tu as dans ton compte en banque, en fait ils m'appartiennent, je vais en faire ce que j'en veux, je vais les donner à Michel ou à Jackie. Et bien, franchement, ils peuvent le faire. Là, nous avons Cross Border qui nous dit que cet impact, hors le côté moral, pourrait avoir quelque chose de vraiment décisif par rapport à la suite du dollar. Et ça pourrait donc ressembler au moment où Nixon en 1971 a désindexé l'or du dollar et on sait ce qu'il en a été par la suite. Faites attention, pensez très bien que à part Bitcoin, tous les autres actifs que vous possédez, que ce soit de l'immobilier, que ce soit du cash, que ce soit des actions, si le gouvernement est contre vous, il peut venir vous le prendre. Donc ça ne nous appartient pas à 100%, ça ne nous appartient pas réellement aujourd'hui. Bitcoin, avoir de l'or caché serait à mon sens les seuls actifs qu'on peut réellement posséder. Pour rester sur la baisse des taux, on peut voir que comme je vous disais déjà, vendredi, pas de grande surprise. Normalement, le 1er mai, nous n'aurons pas de baisse des taux. Pareil pour juin, là, on commence à augmenter également sur le pourcentage en juillet. Donc, pour l'instant, on reste stable sur septembre. Mais comme je vous dis toujours, on n'a pas encore assez de visibilité. Il faudra attendre quelques semaines, voire quelques mois pour avoir une idée plus précise de ce qu'il en est. Par rapport aux événements cette semaine, ce qui va vraiment nous intéresser, ça va être justement l'inflation. Donc, on va avoir les données de l'inflation qui seront vendredi. Potentiellement, j'espère que j'aurai les données avant de faire la revue de presse vendredi, sinon ça sera pour lundi. Allez, là, on a Game of Threads qui nous compare un petit peu les différents rallyes que nous avons déjà eu dans le passé. Il nous dit qu'actuellement, sur les 100 derniers jours, nous avons eu un retour sur un de 27%. Donc, c'était forcément un peu avant la chute. Il nous dit qu'à chaque fois que ça s'est produit, on a continué à avoir de la hausse. Donc, sur le court terme, ça pourrait être très intéressant. Surtout, nous avons vu que le sentiment du marché était de plus en plus bas. Donc, forcément, en général, quand le sentiment du marché est bas, c'est là que le marché a tendance à remonter. Également, nous avons Charles Gasparino qui nous dit que l'administration Biden aurait un plan pour continuer à dépenser encore plus, même si la Banque fédérale américaine repousse la baisse des taux. Donc clairement, il pourrait y avoir beaucoup plus de liquidités qui rentrent dans le marché et ça serait bon pour les actifs à risque, pas très bon pour l'inflation, mais ça c'est un problème qu'ils ont l'air de vouloir régler plus tard et que pour l'instant, ils veulent absolument que le marché se porte bien, car on le sait, si le marché se porte bien lors des élections, et bien, toute la crédibilité part pour le président sortant et donc ça serait potentiellement une bonne chose pour que Biden se fasse réélire. Maintenant, on a vu pas mal de choses qui nous montrent que le marché pourrait être assez bullish sur le court terme. Donc ça, moi je suis assez d'accord que sur le court terme, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de risque d'un instant. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est le risque plus tard.
Et Game of Thrones nous le rappelle. Donc il nous dit clairement que c'est pas parce qu'il y a du retard dans une récession attendue qu'elle est annulée. Il nous dit que l'histoire aurait tendance à faire qu'on aurait une baisse, un crash dans le deuxième semestre de 2024. Donc quand? Ça c'est la question que tout le monde se pose forcément. Si vous avez la réponse, dites-moi là en commentaire hein, parce que franchement, je vendrai tout et on gagnera de l'argent tous ensemble et peut-être qu'on sera millionnaire, multimilliardaire ensemble. Ça serait vraiment la meilleure des choses. Maintenant, si on garde justement cette vision à long terme, il faut se dire que voilà, on a des problèmes. Si on regarde ici, en même 20 minutes, on n'avait pas une yield curve qui était autant inversée. On l'avait en 1980 avant avec les problèmes d'inflation. Regardez, on a eu également une très grosse en 1929 lors de la grosse crise financière. Donc du coup, lorsque ces moments se passent, ce n'est jamais bon sur du long terme. Il y aura un moment où tout va crash et lorsque ça va arriver, il faudra être prêt. Maintenant, ce qu'on essaye ici, c'est justement de comprendre comment ça fonctionne et de se préparer au mieux. Pas de panique dans l'instant T, mais gardez en tête qu'un crash avant même le bull run pourrait être possible. Et ça permettrait justement de rajouter toute cette liquidité qui va nous faire monter au plus haut possible et qui va nous faire vivre un bull run mémorable. Allez, donc du coup, on va passer vite fait sur les graphiques. Aujourd'hui, on va pas voir d'altcoin parce que je vous ai fait un top 10 samedi. Donc franchement, je pense qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. On va juste se contenter de regarder BTC et Ethereum et on peut voir qu'actuellement, ça suit toujours son cours. Donc un des livres, regardez, j'avais fait mon petit dessin là, tout dégueulasse. Et regardez, on fait ça. Donc moi, je pense que tant qu'on clôturera pas au-dessus de cette résistance, il y a tendance à ce qu'on aille vers le bas et donc du coup continuer cette spirale comme ça jusqu'à qu'on la casse et qu'on revienne tester avant d'aller chercher plus haut. Maintenant, on peut très bien la rejeter et revenir chercher cette résistance également qui nous avait bien été rejetée. À voir comment ça va se décanter par rapport à ça. Maintenant, c'est le marché qui décide comme vous savez et ça va être les prochains jours qui vont nous dire ce qu'il en est maintenant. Le plan n'a pas changé, on est toujours pareil. À moins qu'il y ait une dinguerie qui se passe sur le SP500. Sans que le SP500, si vous vous rappelez, on avait fait des dessins absolument hideux également. On pourrait se rapprocher des 4800 qui serait le 0,38 du court terme. Et on pourrait également se rapprocher des 4600 qui seraient les 0,38 du long terme. Donc je vous disais tout à l'heure que Nvidia et Apple ne sont pas très jolis. Et au final, peut-être leur perte en prix pourrait se voir sur le SP500, sachant que c'est toujours les 7 plus grosses entreprises qui mènent le SP500 vers le haut et que les autres ont tendance à sous-performer le marché. Par rapport à Ethereum, ben regardez, on est toujours au même endroit. Là, on peut voir quand même qu'on a cassé ici ce support. Ici, c'était vraiment un point à ne potentiellement pas casser. Là, on essaie peut-être de le réintégrer. Donc, c'est assez intriguant, mais j'ai quand même l'impression qu'on va continuer à osciller par ici avant de potentiellement repasser ici d'aller plus haut ou alors de passer dessous et de partir plus bas. Donc ça aussi affaire à suivre. Pour l'instant on est toujours dans un range. Ça va être un petit peu aussi le SP500 qui va dicter un peu la loi parce que comme vous savez le marché il est régi par la liquidité qui rentre et qui sort. Et donc pour finir on va regarder Nvidia par exemple. Regardez. Donc sur le court terme, on se rapproche du 0,382. Donc tant qu'on casse pas, logiquement, il devrait rester dans ce range. Mais par contre, s'il casse, on pourrait revenir chercher le 0,382 qui est à 641 $. Et là, forcément, ça ferait saigner également le SP500. Par rapport à Apple, par contre, c'est un peu moins joli. Là, on voyait qu'il y avait une petite zone à pas casser. Ça fait vraiment un gros M. Là, on est en daily, mais en weekly, forcément, il est aussi visible. Je vais le représenter comme ça. Tac, tac, tac. En général, si on casse ici, hop, et bien on a tendance à aller plus bas. Donc, l'impression qu'on a cassé, si on ne réintègre pas rapidement, il se pourrait qu'on aille chercher du coup cette zone-là des 150. Et forcément, vu qu'Apple est l'une des entreprises les plus capitalisées, il entraînerait également le SP500 avec lui. Ça n'a pas l'air hyper joyeux, mais c'est un petit peu ce que les graphiques me disent. Maintenant, comme vous savez, je l'ai répété déjà 4 fois dans la vidéo, c'est le marché qui dicte la loi et nous on ne fait que suivre et essayer de comprendre comment s'adapter, avoir des plans, toujours avoir un plan adapté à chaque situation, ça nous permettra de réussir à mieux se comporter dans ce marché. Allez, donc on va finir avec les articles et ensuite on aura les sagesses. Donc là un premier article qui nous parle du Bitcoin et qu'est-ce qui s'est passé lors du dernier halving. Donc je vous mets ça directement dans la description, vous pouvez lire ça, ça vous permettra de mieux comprendre
ce qui s'est passé lors des derniers halvings et ça vous permettra potentiellement de mieux comprendre ce qui pourrait se passer par la suite. Ensuite, on a un trade de Bitcoin Gandalf qui nous dit pourquoi est-ce que ce halving est différent et il va nous parler notamment de Rune Protocol, de Ordinals et il nous explique à quel point ces protocoles innovants changent vraiment la nature de Bitcoin. Donc je vous invite également à le lire, il est en description. Alors ensuite au niveau de l'alpha, voici un trade qui va reprendre un petit peu tout l'écosystème de la modularité, donc qui est l'idée par Celestia. Vous avez pas mal de tokens qui sont vraiment intéressants, je pense notamment à Movement, je pense notamment à Gelato. Et donc je vous invite à lire ce petit trade, vous avez aussi des annonces par rapport à certains projets. Vous pouvez regarder ça, je pense notamment à Avail qui a annoncé son airdrop. Berachain vraiment, ça c'est quelque chose que je regarde avec attention. Et potentiellement je vous sortirai un tuto par rapport à son potentiel futur airdrop. Donc au niveau des sagesses, je vous en ai concocté 3. Donc la première qui vient de Alcoin Gold. Il nous dit clairement que tu ne peux pas avoir de gains incroyables si vraiment tu ne prends pas de risques. Donc si tu veux être tranquille, peinard dans ton canapé, à regarder la télé avec ton petit café. Non, il va falloir que tu te bouges les fesses directement et il faudra que tu ailles chercher justement ces gains qui seront incroyables. Également, il y a Victor qui nous dit que si tu as raté la mania sur les meme coins en février, en mars, il est potentiellement un bon moment pour s'intéresser que ce soit au meme coin, que ce soit au low cap également. Il y a des potentiels x10, des potentiels x50 qui pourraient être faits. Donc c'est dans ces périodes de calme que tout se fait. Donc garde bien ça en tête, c'est maintenant qu'il va falloir s'intéresser aux gagnants de demain. Ensuite, la dernière sagesse de Peruvian Bull qui nous dit que nous sommes carrément nés dans un monde d'esclavage et qu'on n'était pas des esclaves physiques mais plutôt des esclaves financiers. Donc c'est notre mental, c'est notre spirituel qui est bloqué par ce côté financier. Forcément, on doit tous les jours aller travailler, ramener de l'argent pour se nourrir. Donc c'est un mode d'esclavage. Certains diront oui mais ça n'a rien à voir avec l'esclavage où forcément il y avait des noirs qui étaient capturés, qui étaient vraiment exploités dans des champs de coton. Effectivement ça n'a rien à voir mais c'est un esclavage qui a évolué dans le temps. Et en fait ils nous ont vraiment conditionnés depuis le début à nous. Regardez, on a tous allé à l'école de la même manière, à être des petits soldats et à travailler pour justement leur économie, leur industrie. Donc je vous laisse prendre vraiment connaissance de ce petit tweet. Ça peut vraiment être très intéressant à lire. Et surtout, ça va vraiment nous motiver à faire ce qu'on fait en fait. On investit pourquoi? C'est vraiment pour avoir cette liberté. Donc ok, on est peut-être aujourd'hui des esclaves, mais ce qu'on peut réussir à faire demain, ça peut nous libérer. Et c'est aujourd'hui dans ce monde l'une des manières de se libérer, ça va être de gagner de l'argent et la crypto, c'est vraiment le meilleur endroit et vous êtes clairement tous au meilleur endroit pour faire ça. J'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entière. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, de dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve mercredi pour une petite surprise. Et donc vendredi, ce sera la prochaine revue de presse. Allez, c'était X0 Kaneki. Ciao, ciao.